Il y a des villes qui se souviennent des gens. Rouen est de celles-là. Ses rues sont pavées de siècles et chaque pierre du centre porte les traces des pas qui l'ont foulé. Commerçants, étudiants, prêtres, couples d'amoureux, vieilles dames avec leurs sacs de course. La ville ne parle pas, elle respire. Et aux premières heures du jour, quand la brume stagne encore sur la Seine comme une couverture de laine et que les cloches de la cathédrale s'apprêtent à sonner 7 heures, Rouen a le visage de quelqu'un qui a beaucoup vu et beaucoup appris, mais qui ne dira jamais plus que le nécessaire. Marcel Dumont ressemblait à Rouen. Avant de vous plonger pleinement dans ce récit, arrêtez-vous un instant et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Chaque jour, nous vous proposons de nouvelles histoires sur des personnes qui cherchent, perdent et trouvent, sur des cœurs qui se sont fermés puis rouverts dans les endroits les plus inattendus. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Nous aimons savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. Et avant de continuer, laissez-nous un j'aime. C'est un petit geste qui nous aide à vous offrir de nouveaux récits chaque jour. Et maintenant, cheminons ensemble. Marcel était un homme dont on sentait la présence avant même qu'il n'entre dans une pièce. Non pas qu'il soit bruyant, il était tout le contraire, mais il y avait en lui quelque chose de pesant qui le précédait comme l'air avant l'orage. Il était grand, les épaules légèrement voûtées, comme s'il portait sur son dos depuis des années quelque chose d'invisible. Ses cheveux étaient gris, coupés courts, et ses mains portaient les cicatrices du travail qu'il faisait quand il était jeune, avant que l'entreprise ne grandisse au point que les ouvriers travaillent pour lui. Son visage était ferme, sa mâchoire puissante, et ses yeux, de la couleur d'un bois sombre, s'arrêtaient rarement longtemps au même endroit, comme s'il surveillait quelque chose que les autres ne voyaient pas, ou comme s'il cherchait quelque chose qui n'était pas là. Il vivait seul dans une vaste demeure en bordure de la place du Vieux Marché, pas directement sur la place, mais dans une rue adjacente où régnait le calme et où les gens ne s'attardaient pas devant les vitrines. La maison était ancienne, sur 2 étages, avec une façade d'un ocre délavé et des volets en bois qui avaient été blancs autrefois. À l'intérieur, tout était en ordre, propre, entretenu. Paul Lefebvre s'en occupait aussi méticuleusement que du bureau. Mais il y régnait un vide d'un genre qui n'a rien à voir avec les meubles ou la surface au sol. C'était le vide de la présence humaine, ce vide qui s'installe quand, pendant des années, personne ne pleure, ne rit, ne cuisine pour quelqu'un d'autre, ne laisse traîner ses chaussures dans le couloir ou son manteau sur le dossier d'un fauteuil. Marcel vivait dans ce vide depuis 23 ans. Sophie était morte en hiver, peu après son 36e anniversaire. Ce fut soudain, aussi soudain que les choses tragiques qui arrivent dans les hôpitaux, silencieux et inutiles. Un jour, elle l'appelait du travail, riant de ce qu'elle lui racontait à propos d'une collègue qui s'était trompée dans une commande. Le lendemain matin, elle ne réagissait plus au réveil. L'ambulance, l'hôpital, les médecins dans le couloir, la tête basse, et puis le silence, qui devint dès lors le compagnon constant de Marcel. Il ne s'était jamais remarié. Il ne sortait pas, ne cherchait la proximité d'aucune femme qui aurait pu signifier plus qu'une simple politesse. Ce n'était pas une décision consciente. C'était un fait, comme la couleur de ses yeux ou la largeur de ses épaules. Sophie était partie, et avec elle était partie cette part de lui capable d'ouverture. Il restait un homme qui fonctionnait. Il dirigeait l'entreprise, payait ses impôts, allait 3 fois par semaine au cimetière, mangeait seul au restaurant ou avec son assistant Paul, lisait le journal et se couchait à 10 heures. Il existait, mais il ne vivait pas. Paul Lefebvre le savait. C'était un homme de 10 ans son cadet, doté d'un esprit pratique et d'une capacité à lire les situations sans commentaires superflus, et c'est précisément ce qui faisait de lui la personne la plus proche de Marcel depuis 20 ans. Non pas parce qu'ils étaient amis au sens plein du terme, mais parce que Paul respectait les besoins de Marcel et n'en demandait pas plus. Il apportait les documents, réglait les problèmes, rappelait les rendez-vous. Et parfois, dans un bref instant à la fin de la journée de travail, il s'arrêtait sur le pas de la porte et disait quelque chose de simple, sur la météo, sur le football, sur le café qui venait d'ouvrir près du bureau. Marcel répondait laconiquement, mais il répondait toujours. C'était là leur amitié. Hélène Martin habitait la maison voisine et observait Marcel depuis des années, avec un intérêt silencieux et sans jugement. C'était une femme d'une 60aine d'années, veuve d'un professeur d'histoire, dotée d'un caractère qui mariait la franchise à la compassion. Elle disait les choses directement, mais jamais cruellement. Marcel la considérait comme l'une des rares personnes en présence desquelles il ne se sentait pas comme une pièce d'exposition.
Ils s'arrêtaient parfois près de la clôture, échangeaient quelques mots sur le jardin ou les réparations de la maison. Rien de plus. Mais il y avait entre eux une compréhension mutuelle, tacite et solide. Ce matin-là, quand tout changea, il pleuvait. C'était ce genre de pluie qui ne vient ni par vagues ni par averses, mais qui tombe, fine et persistante, comme si quelqu'un l'avait saupoudrée à travers un tamis et avait oublié de refermer le robinet. La brume se mêlait à la pluie et les rues du centre de Rouen ressemblaient à une photographie floutée par l'humidité. Les contours des maisons, les silhouettes des piétons, les lumières du café d'en face, tout était étouffé et mat. Marcel n'aimait pas sortir sous la pluie. Il y avait là quelque chose qui l'importunait, non pas l'humidité elle-même, mais la façon dont la pluie étirait le matin, ralentissait les pas, forçait les gens à s'arrêter sous les marquises pour attendre. Marcel n'aimait pas attendre. Pourtant, il sortit, parce qu'il le fallait. Chez lui, l'air était lourd, celui d'un espace clos, et Marcel avait pris l'habitude ces dernières années de faire des promenades matinales, non par plaisir, mais par nécessité de mouvement. Son corps avait besoin d'air, sa tête avait besoin d'une autre vue que celle de ses 4 murs. Il marchait sans but, comme à son habitude. Il descendit la rue Jeanne d'Arc, tourna vers la cathédrale, puis longea le square. Il portait un parapluie mais ne l'ouvrait pas. La pluie était trop fine pour que cela en vaille la peine, et Marcel était trop fier pour se laisser importuner par une chose aussi dérisoire. C'est précisément alors qu'il passait devant une petite boutique de produits régionaux, à l'angle de la rue, des paniers d'osier, du miel, des fruits secs, qu'il la vit. Elle était assise par terre, sous l'auvent. Ce n'était pas une femme assise là par égarement ou inconscience. Elle était assise avec détermination, le corps appuyé contre le mur, les bras serrés autour de quelque chose qu'elle tenait contre elle. Un bébé, enveloppé dans une couverture de flanelle vert foncé, mouillé par endroits. La femme elle-même était trempée. Ses cheveux collaient à son visage, son pull était gorgé d'eau, ses chaussures incapables de protéger quoi que ce soit. Mais ses mains autour de l'enfant étaient fermes, conscientes, protectrices. Comme si tout le reste de son corps pouvait être mouillé, fatigué, transi de froid, mais pas ses mains. Ses mains accomplissaient leur mission. Marcel s'arrêta. Ce ne fut pas une décision consciente. Ses jambes cessèrent simplement de bouger. Il la regardait, cette scène muette sous la marquise, et ressentait quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer immédiatement. Ce n'était pas de la pitié, pas exactement. C'était plutôt comme une reconnaissance. Comme lorsqu'on voit un objet aperçu il y a très longtemps, sans savoir où, mais que le corps sait avant l'esprit. Il fit 2 pas de plus. « Pardonnez-moi », dit-il. La femme leva la tête. Elle avait les yeux sombres, presque noirs, cernés par une fatigue qui n'était pas seulement passagère, c'était cet épuisement profond qui survient quand on ne dort plus, même allongé. Son visage n'était pas beau au premier regard, mais il s'en dégageait un calme, bien que las, et quelque chose de solide dans les lignes de sa mâchoire et de sa bouche qui disait « Cette femme n'abandonne pas facilement ». Elle regarda Marcel avec une expression mêlant surprise et méfiance. « Pardonnez-moi », répéta-t-il. « Est-ce que vous allez bien ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit d'une voix un peu rauque « J'attends que la pluie s'arrête ». Le bébé bougea dans ses bras, mais ne se réveilla pas. Marcel regarda le petit visage qui dépassait de la couverture, les yeux clos, un petit nez, des joues rondes de sommeil. « Depuis combien de temps êtes-vous là ?» demanda-t-il. La femme cligna des yeux. « Je ne sais pas exactement. » Un moment. Marcel réfléchit. Puis il plongea la main dans la poche de son pardessus. Ce n'était pas dans ses habitudes. Il ne donnait jamais d'argent dans la rue, non par avarice, mais parce qu'il craignait précisément la maladresse de ce geste, sa possible offense. Mais là, c'était différent. Il ne savait pas pourquoi. Il sortit des billets, il ne regarda pas combien, et s'approcha d'elle. « Prenez ceci. Allez vous mettre au chaud. » Pour l'enfant. La femme regarda les billets, puis elle leva les yeux vers Marcel. Dans son regard, il n'y avait pas de soumission, il y avait autre chose. Comme quelqu'un qui accepte de l'aide en sachant qu'elle vient de quelqu'un qui ignore lui-même pourquoi il la donne. Elle prit l'argent. « Merci », dit-elle doucement. Marcel hocha la tête. Puis, sans savoir pourquoi, il demanda « Comment vous appelez-vous » Un silence. Puis « Isabelle ». Marcel hocha la tête une seconde fois. Il fit demi-tour et partit. Pendant tout le reste de la journée, cette scène lui revint en mémoire.
Pas de façon dramatique ou envahissante, juste discrètement, comme une image collée au bord de sa conscience. Ses mains de femme autour de l'enfant, ses yeux sombres, ce prénom Isabelle prononcé presque à voix basse, comme si elle-même s'en assurait à peine. Il se rendit au cimetière l'après-midi, comme il le faisait 3 fois par semaine. Le cimetière se trouvait un peu à l'écart du centre, entouré de vieux arbres, avec des allées de gravier fins et des rangées de stèles portant des noms et des dates comme les coordonnées de vies humaines. Marcel connaissait ce chemin par cœur, chaque pierre, chaque arbre, chaque virage entre les tombes. Il venait ici depuis si longtemps que le vieux gardien le saluait d'un signe de tête, comme un vieil ami. La tombe de Sophie était simple. Une pierre sombre, des lettres dorées, une photographie dans un cadre ovale, celle qui lui rappelait le plus son rire. Marcel s'assit sur le banc juste à côté, comme d'habitude, et parla à voix basse. Pas de choses importantes, de détails, de l'entreprise, de la nouvelle voiture de Paul, du fait que la voisine Hélène avait changé sa clôture. Il parlait parce que le silence était encore plus lourd, et parce que, comme il se le disait la nuit, il était convaincu qu'elle l'entendait. Il ne savait pas si c'était vrai, mais c'était la seule consolation qu'il n'avait pas abandonnée. Ce jour-là, il dit « Ce matin, j'ai rencontré une femme dans la rue. Elle était sous un auvent, sous la pluie, avec un bébé. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis allé vers elle. Je ne sais pas ce que j'attendais. Je n'attendais rien. » Le vent fit bouger les branches au-dessus de la tombe. Marcel resta assis un moment en silence. Puis il se leva, ajusta la fleur qu'il avait déposée, et s'en alla. La nuit fut calme. Marcel, allongé, fixait le plafond en réfléchissant, non pas à la femme sous l'auvent, mais à cette sensation étrange dans sa poitrine, ce mouvement qui n'était pas arrivé depuis des années et qui pourtant s'était manifesté ce matin, simple et sans prévenir, comme un courant d'air par une fenêtre qu'on croyait murée. Il ne s'endormit que vers 3 heures du matin, mais il finit par dormir. Le lendemain, il se rendit au cimetière plus tôt que d'habitude. Le matin était plus limpide que le précédent. Les nuages plus hauts, la pluie avait cessé, l'air était lavé et le froid vif mais sec. Il suivait son chemin habituel, l'esprit encore à moitié au bureau où il avait rendez-vous avec des fournisseurs l'après-midi. Puis il s'arrêta net. Près de la tombe de Sophie, une femme était agenouillée. Ce fut d'abord un choc visuel que son cerveau traita comme une anomalie. Quelqu'un près de sa tombe, cela n'arrivait jamais. Sophie n'avait pas de famille à Rouen. Ses parents étaient morts depuis longtemps. Ses frères et sœurs vivaient à Lyon et ne venaient que rarement, toujours après avoir téléphoné. Jamais, en 23 ans, il n'avait trouvé d'inconnu devant ce monument. Il s'approcha lentement, ses pas crissant sur le gravier. La femme était agenouillée, la tête légèrement inclinée, tenant un bébé dans ses bras. Le même bébé, enveloppé dans la même couverture verte. Ses mains autour de l'enfant étaient fermes et protectrices, exactement comme la veille. Isabelle. Elle se retourna dès qu'elle entendit les pas. Elle se leva rapidement, un peu confuse, comme prise en faute dans un acte qui n'était pas interdit, mais pourtant privé. Ses yeux s'agrandirent quand elle le reconnut. Marcel, immobile sur l'allée, sentait son cœur battre différemment. Plus fort, plus net. « Que faites-vous ici ?» dit-il, et sa voix sortit plus tranchante qu'il ne l'aurait voulu. Isabelle serra le bébé plus fort contre elle. Elle ne baissa pas les yeux, elle affronta son regard, bien qu'il y eût dans ses prunelles quelque chose qui retenait une immense émotion. Puis elle dit « C'était ma mère ». Marcel entendit ces mots. Il les entendit distinctement, chaque syllabe séparée, et pourtant son esprit refusait de les assembler en une phrase qui ait du sens. Sophie, mère, cette femme. Il répéta intérieurement « C'était ma mère ». Mais Isabelle ne se tenait pas devant une autre pierre. Elle était exactement là, devant ce nom, devant ce visage. Marcel fit un pas en arrière, non par peur, mais parce que ses jambes avaient besoin d'un appui que sa tête ne fournissait plus. Il restait là, et le monde autour de lui était toujours le même. Les vieux arbres, le gravier sous ses pieds, le bruit lointain d'un bus. Mais quelque chose dans ce monde venait de se décaler d'1 millimètre, et ce millimètre était comme une faille dans un mur, derrière laquelle s'ouvre un espace dont on ignorait l'existence. « Que voulez-vous dire ?» finit-il par articuler d'une voix qui lui semblait étrangère. Isabelle pressa le bébé contre son buste, puis elle commença à parler, doucement, lentement, pesant chaque mot. Elle lui dit qu'elle s'appelait Isabelle Soucy, qu'elle était née à Rouen, mais qu'elle avait grandi à Lille dans une famille adoptive.
que sa mère adoptive, Hélène, était décédée au printemps dernier, et qu'en rangeant l'appartement, elle avait trouvé une boîte contenant des documents, des papiers dont elle ignorait l'existence. À l'intérieur figurait un nom, le nom de la femme qui l'avait mise au monde avant de la confier à l'adoption, peu après la naissance, sans explication, sans lettre, sans rien. Juste un nom, Sophie Dumont. Marcel écoutait, pétrifié. Le bébé dans les bras d'Isabelle bougea, marmonna, puis se rendormit. Isabelle continua. « Je suis arrivée ici la semaine dernière. Je ne savais pas par où commencer. Je ne suis pas venue avec des exigences. Je ne sais pas ce que j'attendais. Je suis juste venue pour lui dire au revoir, pour lui dire que je la déteste, ou que je lui pardonne. Je ne sais pas encore lequel des deux. » Elle se tut. Marcel restait là, le souffle court. Dans sa poitrine, c'était un tel tumulte qu'il ne savait qu'en faire. Sophie, une fille, l'adoption. Des mots qui n'avaient jamais appartenu à la même phrase. Et pourtant ils étaient là, à voix haute, dans l'air entre eux, irréversibles comme une pierre jetée à l'eau. Isabelle le regardait avec une expression où il n'y avait ni attente ni défi. Il n'y avait qu'un fait, lourd et silencieux, comme la pierre tombale. Puis elle regarda le bébé et dit, non pas à Marcel, mais plutôt pour elle-même, ou pour le vent, ou pour la femme sous la terre. Et voici Mathias, votre petit-fils, techniquement. Marcel ne produisit aucun son. Mathias ouvrit les yeux, de petits yeux sombres qui se fixèrent un instant sur le ciel au-dessus de lui, puis les referma. Une petite main s'échappa de la couverture avant de s'y cacher à nouveau. Marcel Dumont se tenait dans une allée de cimetière à Rouen, le vent dans les cheveux et cette incroyable pesanteur dans la poitrine, ne sachant que faire de l'information qu'il venait de recevoir. Sophie avait eu une fille. Sophie ne lui avait jamais dit. Le monde était toujours le même, les arbres, la pierre, le bus au loin. Mais Marcel, dans ce monde, ne se tenait plus comme 3 minutes auparavant. Il était devenu un homme à qui l'on vient de retirer la brique du mur sur laquelle il s'appuyait depuis des décennies. Marcel était un homme de décision rapide. Toute sa vie, il avait travaillé dans un milieu où l'hésitation coûtait cher, développant une capacité à trancher et à avancer. Mais cela valait pour les plans de construction, les contrats, les offres et les contre-offres. Pour un monde aux paramètres fixes. Ce qui venait de se passer au cimetière n'avait aucun paramètre. Il rentra chez lui et durant tout le trajet, il ne pensa pas à Isabelle. Il pensa à Sophie, à sa Sophie, celle qu'il connaissait, avec qui il avait partagé son lit, dont il connaissait les mains, le rire, la façon de prononcer son nom. Il cherchait désespérément dans cette Sophie une place pour ce qu'Isabelle lui avait dit. Une place pour une fille qui avait existé, puis cessé d'exister dans sa version du monde. Une place pour une histoire cachée, une décision prise dans le secret. Toute une vie passée sous silence. Il ne trouva rien. Une fois chez lui, il sortit du placard l'album de vieilles photographies, celui qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Il feuilleta les pages des premières années de mariage, les paysages de vacances, les clichés sur les chantiers de leur début. Sophie était différente sur chacune d'elles, mais toujours la même. Toujours la Sophie qu'il connaissait, la femme qui souriait à l'objectif même quand elle n'avait pas envie d'être prise en photo, celle qui cuisinait toujours la soupe trop salée et ne refusait jamais de la rectifier, celle qui l'aimait sans réserve, sans condition. Du moins, c'est ce que Marcel avait cru. Il fouillait les photos, cherchant quoi exactement? Une anomalie, une incohérence, un regard ou une expression qui lui dirait rétrospectivement « c'était là, c'était à ce moment-là ». Mais les photos restaient muettes. Les photographies sont des chroniqueurs silencieux. Elles capturent la surface, jamais la profondeur. Puis il tomba sur un cliché qu'il connaissait, mais auquel il n'avait pas pensé depuis longtemps. C'était une photo prise avant leur mariage, bien avant l'entreprise, à une époque où ils étaient tous deux au seuil de l'âge adulte et où le monde semblait être une chose à saisir à pleine main. Sur la photo, Sophie portait une robe d'été, riant aux éclats, et à côté d'elle se tenait un homme que Marcel connaissait aussi. Un homme de sa jeunesse. Thomas Pichon. Thomas avait été un ami des années d'insouciance, l'école, les appartements d'étudiants, les nuits passées à jouer aux échecs ou à débattre de politique. Puis vint l'âge adulte et avec lui, la distance. Marcel bâtissait son empire. Thomas était parti s'installer dans le sud, à Aix-les-Bains, s'effaçant dans une autre vie. Il s'était perdu de vue progressivement, sans drame, comme s'effacent les gens qu'on apprécie, mais avec qui on n'a pas de lien assez solide pour rester soudés. Sur la photo, Sophie et Thomas étaient côte à côte. Marcel scruta la photo longuement.
Ce n'était qu'un instant, un jour parmi tant d'autres, rien de spécial. Mais maintenant, avec cette nouvelle vérité en tête, l'instant changeait de nature. L'image était la même, mais le Marcel qui la regardait était un autre homme. Il ferma l'album, se leva, alla à la fenêtre. Rouen, en bas, suivait son cours. Les gens sur les trottoirs, le bus au coin de la rue, un homme avec son chien dans le square. La ville n'avait ni sympathie ni jugement. Elle était simplement là. Marcel savait ce qu'il devait faire. Pas immédiatement, mais bientôt. Le lendemain matin, Paul entra dans le bureau avec des dossiers sous le bras et l'expression d'un homme qui a remarqué que son patron a changé de tête, mais qui hésite à faire un commentaire. Finalement, il ne put s'en empêcher. « Est-ce que tout va bien, monsieur Dumont ?» Marcel leva les yeux de son bureau. « Oui, asseyez-vous, et vous ?» Paul s'assit. Il étala les papiers. Ils parlèrent des commandes, du planning des 6 prochaines semaines, d'un problème avec un fournisseur de briques qui retardait un projet à Sotteville. Marcel écoutait et réagissait de manière factuelle, précise. Son esprit fonctionnait en mode pilote automatique pour les affaires, et le pilote automatique était efficace. Mais Paul connaissait les nuances. Il voyait la différence entre un Marcel présent et un Marcel qui en avait seulement l'air. À la fin de la réunion, alors que Paul rassemblait ses dossiers, Marcel dit « Paul, j'aurais besoin de l'adresse ou d'un contact pour une personne. Son nom est Thomas Pichon. C'est un homme de mon âge, probablement installé en Savoie, vers Aix-les-Bains. Essayez par le registre ou par d'anciens contacts communs. » Paul nota le nom. Il ne demanda pas pourquoi. C'était sa plus grande qualité. Isabelle était restée à Rouen. Elle était venue sans plan précis. Quelques jours, le cimetière, et puis finir. Mais maintenant, il y avait Marcel. Cet homme dont elle ignorait l'existence jusqu'à ce qu'elle s'abrite sous un auvent. Cet homme dont l'épouse était sa mère. Cet homme qui l'avait regardé au cimetière avec un visage où se bousculaient tant d'émotions qu'il ne savait probablement pas lui-même laquelle était la plus vraie. Elle logeait dans une petite pension près du centre, bon marché mais propre, tenue par une propriétaire qui ne posait aucune question et laissait chaque matin un thermos de café dans le couloir. Mathias dormait dans un berceau en bois près de la fenêtre et Isabelle passait ses nuits entre sommeil et veille, comme c'est le cas les premiers mois, quand le corps cherche encore son nouveau rythme. Elle repensait à cette rencontre au cimetière, au visage de Marcel, à la façon dont il avait demandé « Que voulez-vous dire ?» d'une voix tranchante mais pas méchante, la voix d'un homme frappé par une vérité pour laquelle il n'était pas préparé. Elle avait ressenti de la pitié à ce moment-là, pas pour elle mais pour lui. Il ne savait rien, c'était évident. Cette Sophie ne lui avait rien dit, et cela faisait mal à Isabelle aussi, même si Sophie n'était pas sa mère au sens affectif du terme. Elle coucha Mathias et s'assit près de la fenêtre avec une tasse de thé. Dehors, Rouen était silencieuse, ce silence nocturne seulement troublé par un bus lointain et les pas isolés d'un passant sous sa fenêtre. Elle se demandait si Marcel l'appellerait. Elle lui avait laissé son numéro. Ou plutôt, elle l'avait écrit sur un petit papier laissé près de la tombe, un geste impulsif et peut-être un peu absurde, mais elle n'avait pas d'autre moyen. Peut-être l'avait-il jeté, peut-être l'avait-il gardé. Peut-être était-il sur sa table de cuisine et qu'il le fixait sans savoir quoi en faire. Mathias marmonna dans son sommeil. Isabelle se leva, s'approcha du berceau, posa sa main sur son dos, juste pour qu'il sente sa présence. Il se calma instantanément. Elle resta debout au-dessus de lui, regardant ce petit visage, et pensa à ce qu'elle se disait depuis son arrivée à Rouen. Elle était venue pour elle-même, pour ce papier trouvé dans la boîte d'Hélène, pour ce nom. Mais Mathias était là pour lui-même. Il n'avait rien choisi. Il était simplement né dans une histoire dont le début datait de bien avant lui. Elle voulait que cette histoire soit belle pour lui. Marcel appela 3 jours plus tard. Isabelle décrocha à la 3e sonnerie. C'est ce moment où l'on sait qui appelle avant même de regarder l'écran, non par voyance, mais par ce savoir silencieux qui vient quand on attend une seule chose depuis longtemps. « Pardonnez mon retard, » dit Marcel. « J'avais besoin de temps pour réfléchir. »« Je comprends, » répondit Isabelle. Un court silence. Puis, « Pourrions-nous nous voir, pas au cimetière, quelque part de normal, un café ou autre ?»« Oui, bien sûr. » Ils convinrent de se retrouver le lendemain matin dans un café de la place de la Pucelle, où Marcel allait parfois avec Paul. Un terrain neutre, un lieu public, sans trop de symbolique. Du moins,
C'est ainsi qu'il l'avait planifié dans sa tête. Le café s'appelait l'Atmosphère et faisait partie de ces établissements que l'on trouve dans toutes les vieilles villes européennes. Un peu patinés mais chaleureux, avec des meubles en bois sombre et de hautes fenêtres laissant passer la lumière de l'après-midi comme un voile léger. Marcel arriva en avance. Il s'installa à une table près de la fenêtre, par souci de visibilité, pas par sentimentalisme, et commanda un café noir. Isabelle arriva 7 minutes plus tard, Mathias dans un porte-bébé. Mathias dormait. Isabelle semblait moins fatiguée que lors de leur précédente rencontre, ou peut-être avait-elle simplement appris à porter sa fatigue différemment. Ses cheveux étaient attachés en un chignon simple, et elle portait un pull de laine couleur crème. Elle ressemblait à quelqu'un qui ne s'était pas préparé pour un rendez-vous, mais qui venait telle qu'elle était. Marcel se leva, par automatisme, par éducation, sans exagération. Isabelle s'assit en face de lui. Elle commanda un thé. Ils se regardèrent un instant. Puis Marcel dit « Racontez-moi tout depuis le début, s'il vous plaît, tout ce que vous savez. » Et Isabelle raconta. Elle lui parla de son enfance à Lille, d'Hélène et de son mari Charles, du fait qu'elle avait grandi comme fille unique, en sachant qu'elle était adoptée, mais sans détail. Hélène ne parlait jamais de la mère biologique, non par malveillance, mais plutôt parce que c'était un sujet tabou, une clôture qu'on ne franchissait pas. Isabelle ne posait pas de questions. Certains enfants ne demandent rien. Non parce que ce n'est pas important, mais parce qu'ils sentent que la réponse ferait plus de mal que la question. Puis Hélène était morte. Et dans une boîte sous le lit se trouvait une enveloppe au nom de Sophie Dumont, avec une date, un lieu de naissance, Rouen. Et une seule petite note manuscrite qu'Hélène avait probablement reçue lors de l'adoption comme simple information. La mère a consenti, souhaite la santé à l'enfant, ne souhaite aucun contact. Marcel écoutait. Il ne la quittait pas des yeux. Isabelle ajouta « Je ne suis pas venue pour l'accuser. Je suis venue juste pour voir l'endroit où cela a commencé, voir la pierre avec son nom, lui dire ce que je porte en moi depuis des années et que je n'ai personne d'autre à qui dire. Rien de plus. » Marcel posa ses mains à plat sur la table. C'était sa façon de se concentrer, les pouces joints, les articulations serrées. Il dit « Je ne savais rien de vous. Sophie ne m'a jamais rien dit. Durant toute notre vie commune, pas un seul mot. » Isabelle hocha lentement la tête. « Je sais, je le vois. » « Comment le voyez-vous ? Parce que quand vous êtes venu vers moi au cimetière, vous étiez surpris d'une manière qui ne se joue pas. » Marcel regarda par la fenêtre un instant, puis il dit « Vous avez raison. » Mathias remua dans son sommeil. Isabelle le calma machinalement d'un geste de la main, une caresse sur son dos à travers le porte-bébé, brève et assurée. Marcel observa ce mouvement, puis demanda, sans l'avoir prévu, « Quel âge a-t-il » ? « 5 mois. »« Comment s'appelle-t-il » ? « Mathias. » Marcel hocha la tête. Il ne demanda pas qui était le père. Ce n'était ni son rôle, ni le moment. Mais Isabelle ajouta d'elle-même, doucement, « Le père n'est plus là. Il est parti quand j'ai appris ma grossesse. Ce n'est pas une histoire compliquée, juste une histoire douloureuse. » Marcel accepta l'information sans commentaire. Puis il demanda « Où logez-vous » ? « Dans une pension, chez Madame Kopek, rue de la Cohue. » Marcel connaissait cette pension. Une maison ancienne mais honnête, appartenant à une femme qui réparait chaque année au moins une chose et toujours à temps. Il hocha la tête, puis il demanda « Que comptez-vous faire ? Rester ? Partir ?» Isabelle regarda Mathias, puis elle dit « Je ne sais pas. Je suis venue sans plan, mais maintenant, vous êtes là. Et cela change les choses, même si je ne sais pas encore comment. » Marcel ne dit rien, mais il prit sa tasse de café et but lentement. Et dans ce geste, il y avait quelque chose qui n'était pas un rejet. Il quitta le café avec cette pesanteur dans la poitrine, mais elle était un peu différente de celle du matin. Pas plus légère, différente. Comme si cette pesanteur avait changé de forme. Elle n'était plus seulement une douleur, elle était devenue autre chose, quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer. Il passa par la place du Vieux Marché, tourna au coin, longea le square. Rouen coulait autour de lui à son propre rythme, insouciante, sans avoir besoin de son accord. Il pensait à Sophie, à la façon dont il l'avait connue, à la façon dont il l'ignorait. Et puis, et cela le frappa car c'était inattendu, il pensa à Mathias, à ce petit visage dans la couverture de flanelle, à cette main qui était sortie puis s'était cachée. Il s'arrêta au milieu du trottoir. Il se dit intérieurement une chose qu'il n'était pas encore capable de dire à voix haute. « C'est mon petit-fils.
techniquement, comme l'a dit Isabelle. Mais le mot « techniquement » était un mot que l'on utilisait pour les choses sans substance. Et dans ce petit visage, il y avait de la substance. Elle était là, immense et silencieuse comme le cimetière au matin, et tout aussi inévitable. Il reprit sa marche. Mais il marchait différemment. Paul trouva l'adresse 4 jours plus tard. Il ne dit pas comment il y était parvenu. Marcel ne le demanda pas. Paul était un homme qui réglait les choses, et les méthodes ne l'intéressaient pas. Il posa sur le bureau une feuille de papier avec une adresse et un numéro de téléphone et dit simplement « Il est à Aix-les-Bains. Il vit seul, d'après ce que je sais. Je n'ai pas pu en apprendre davantage. » Marcel prit le papier. Il regarda le numéro. « Merci. » Paul se leva et se dirigea vers la porte. Puis il s'arrêta et, sans se retourner, dit « Si vous avez besoin de temps pour des affaires hors du bureau, le planning peut être décalé. Le projet de Sotteville est calme pour les 2 prochaines semaines. » Marcel hocha la tête. Paul sortit. C'était la façon de Paul de montrer qu'il se souciait de lui, non par les mots, mais par l'espace qu'il lui laissait. Marcel le savait et en était reconnaissant d'une manière qu'il n'exprimait jamais à voix haute. Le soir même, il prit le téléphone et composa le numéro. Il attendit 3 sonneries, puis 4, puis 5. Il était sur le point de raccrocher quand une voix répondit à l'autre bout, plus profonde que dans ses souvenirs, un peu rauque, avec ce genre de râle qui vient avec l'âge ou la maladie ou les deux. « Allô ?» Marcel Dumont. Un silence, un de ces silences où l'on entend la respiration de l'autre. Puis la voix dit « Marc ». Il y avait dans ce seul mot tant de choses que Marcel dut fermer les yeux un instant. Il n'avait pas entendu ce surnom de la bouche de quelqu'un d'autre que Sophie, et maintenant, il arrivait par le téléphone comme un souffle d'un monde disparu bien avant que Marcel ne cesse de compter les années. « Thomas, dit-il, j'ai besoin de te parler, en personne. » Un second silence, plus court. « Je sais pourquoi tu appelles, dit enfin Thomas. Ou du moins, je m'en doute. Viens. » Aix-les-Bains n'était pas si loin en avion puis en voiture, un voyage à travers les paysages changeants de la France, les plaines puis les montagnes se profilant à l'horizon. Marcel voyagea seul, sans Paul, sans commentaire. Il partit tôt le matin et arriva dans la ville thermale, alors que le soleil était bas et doré, et que les bâtiments Belle Époque, le long des promenades, jetaient de longues ombres sur le pavé. L'adresse de Thomas menait à une rue latérale derrière les thermes, une maison du début du siècle, un étage au-dessus d'une boutique de produits de soins, un escalier sur le côté droit. Marcel sonna. Au bout d'un moment, il entendit le bruit sourd de pas lents et la porte s'ouvrit. Thomas Pichon n'était plus que l'ombre de l'homme dont Marcel se souvenait. Il avait toujours été plus svelte que Marcel, mais vif, plein de mouvements, de gestes, d'expressions, ce genre de présence qui remplit une pièce même quand on parle bas. Là, debout dans l'entrebâillement, cette présence s'était rétractée. Il était décharné, les pommettes trop saillantes, la peau d'une pâleur malsaine et des cernes si sombres sous les yeux qu'on les voyait même dans la lumière matinale. Il se tenait droit, mais on voyait que cet effort lui coûtait. Marcel n'hésita pas. Il entra car Thomas lui avait ouvert la porte et c'était une invitation. À l'intérieur, il faisait chaud et tout était rangé, non pas l'ordre vivant d'un foyer, mais l'ordre stérile d'un lieu où l'on a cessé de faire du désordre parce qu'on a cessé de faire des choses. Des meubles modestes, des étagères de livres, une fenêtre avec vue sur un petit jardin. Sur la table, des médicaments, alignés comme des soldats. Ils s'assirent. Thomas apporta de l'eau. Marcel ne demanda rien de plus. Ils se regardèrent un moment en silence. Puis Marcel dit « Il y a une femme, elle s'appelle Isabelle Soucy. Elle est venue à Rouen et s'est rendue sur la tombe de Sophie. Elle a dit que Sophie était sa mère. » Thomas ne sia pas. Il resta assis et écouta avec une expression qui frappa Marcel. Ce n'était pas de la surprise. C'était l'expression d'un homme qui attend une phrase qu'il redoute, mais qu'il sait inévitable. Puis Thomas dit doucement « Mon Dieu !» Marcel demanda « Tu savais ?»« Non, je n'en avais aucune idée. Je te le jure, Marc, aucune idée. » Marcel resta immobile. Puis « Mais Sophie et toi, vous avez… » Thomas baissa la tête. « Oui, ce fut bref. Avant votre mariage, j'ai été stupide et égoïste, et je savais que c'était mal. Puis, elle est partie. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps. J'ai attendu. Puis elle est revenue et m'a annoncé qu'elle t'épousait.
Elle n'a rien dit d'autre. Je suis parti de Rouen parce que je ne pouvais pas rester là à regarder. Et jamais, pas une seule fois, elle ne m'a dit qu'il y avait eu un enfant. Marcel écoutait. Dans sa poitrine, quelque chose brûlait. Pas une flamme furieuse, mais un feu couvant, profond, ce genre de braise qu'on ne peut éteindre rapidement. Il demanda « Si tu avais su, qu'aurais-tu fait ?» Thomas leva la tête. Ses yeux étaient embués, non par sentimentalisme, mais par cette fatigue spécifique de l'homme dont le corps et l'âme sont au bord de ce qu'ils peuvent supporter. « Si j'avais su, dit-il lentement, j'aurais tout fait différemment. J'aurais été là. Tu n'aurais pas eu à l'être, mais j'aurais été là pour elle. » Marcel accepta cela, en silence, sans répondre. Puis Thomas dit « Marc, je dois te dire encore une chose. » Marcel le regarda. « Je suis malade, une tumeur, au cerveau, maligne, inopérable. Les médecins m'ont donné quelques mois, peut-être moins. » L'air dans la pièce sembla se figer. Marcel ne dit rien. Il regardait Thomas, cette silhouette rabougrie par la maladie, ses mains jointes sur la table, la façon dont il avait dit cela sans drame, simplement, comme s'il s'agissait d'un fait météo. Et dans cette simplicité, il y avait quelque chose de si douloureux que Marcel dut baisser les yeux vers le plateau de la table pour ne pas affronter ce regard trop directement. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda-t-il enfin. « 4 mois. Ils me l'ont dit après Noël. » Marcel hocha la tête, puis il se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda le jardin. C'était une vieille habitude. Le mouvement l'aidait à réfléchir. Il dit sans se retourner « Elle a un fils, Mathias, 5 mois. Elle est venue seule, sans soutien. Elle vit dans une pension à Rouen. » Derrière lui, le silence. Puis Thomas dit, et sa voix était différente, plus basse, blessée d'une manière qui n'a pas de nom précis. « J'ai un petit-fils » Marcel se retourna. Il regarda Thomas. « Techniquement, dit-il. » Thomas ferma les yeux. Il resta ainsi un long moment. Puis il les rouvrit et dans ses yeux, il y avait le regard d'un homme à qui il reste peu de temps et qui vient de découvrir qu'il veut passer ce temps autrement qu'il ne l'avait prévu. Il dit « Je dois la rencontrer, s'il te plaît. Si elle ne veut pas me voir, je comprendrai. Mais je veux lui demander pardon. Pour Sophie, je ne peux rien. Pour moi, pour avoir été là sans savoir, et pourtant n'avoir pas fait plus pour savoir, pour cela j'ai besoin de son pardon. » Marcel restait près de la fenêtre. Le feu brûlait toujours dans sa poitrine. Mais il s'y mêlait maintenant autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la compréhension, pas une approbation, mais une présence. Il dit « Je ne parle pas en son nom, mais je lui dirai que tu es ici et ce que tu souhaites. » Thomas hocha la tête, puis il dit doucement « Merci, Marc, et pardonne-moi pour ce qui s'est passé autrefois. C'était mal et je le sais. » Marcel fixa le jardin. Les arbres dehors étaient immobiles dans l'air froid. Il dit enfin « Nous avons tous deux vécu dans l'obscurité. Toi, tu ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Et elle a porté cela seule, jusqu'à la fin. Je ne comprends pas pourquoi, mais être en colère contre une morte m'épuise plus que cela ne m'apaise. » Thomas ne dit rien, mais il hocha lentement la tête, une seule fois profondément, comme si cette phrase donnait un nom à ce qu'il ne parvenait pas à exprimer. Il rentra à Rouen au crépuscule. La route serpentait à travers les forêts, et Marcel conduisait lentement, sans radio, avec des pensées qu'il ne dirigeait pas. Il pensait à Sophie, non pas à cette Sophie pleine de secrets, mais à celle qu'il avait connue, à sa façon de dire bonsoir quand il rentrait, à ses commentaires sur ses costumes de travail, avec une franchise qui l'avait toujours amusé, aux soirées dans le jardin calmes et lentes, à ce qu'elle lui avait dit une fois, au milieu d'une conversation banale sur rien d'important, « Je sais que je ne suis pas facile. Merci d'être resté. » Il lui avait répondu à l'époque, « Je n'irai nulle part ailleurs. » Et il le pensait littéralement. Maintenant, il conduisait dans la nuit, et cette phrase revenait, non comme un reproche, mais comme une chose complexe ayant plus de couches qu'il n'y paraissait. Sophie portait un secret, mais Sophie l'aimait aussi, et c'étaient deux vérités qui existaient simultanément sans que l'une n'annule l'autre. Les gens sont complexes, les gens sont flous. Les gens ont dans leur histoire des chapitres qu'ils ne laissent lire à personne. Ils le comprenaient intellectuellement. L'accepter avec le cœur était une autre affaire. Mais le premier pas vers l'acceptation était de cesser d'attendre que la compréhension tombe du ciel comme la foudre. On l'acceptait lentement, comme l'air qui change à mesure que l'on gravit une montagne, progressivement.
Le lendemain après-midi, il invita Isabelle à faire une promenade. C'était une invitation maladroite, un SMS court, presque formel. « Pourrions-nous marcher un peu demain ? Je vous dirai ce que j'ai découvert, si vous avez le temps. » Isabelle répondit 20 minutes plus tard. « J'ai le temps. » Ils se retrouvèrent près de la fontaine de la place de la Pucelle, cette fontaine monumentale qui trône au centre comme un témoin muet des siècles passés. Mathias était dans sa poussette, emmitouflé dans une couverture chaude, un petit bonnet tiré sur les oreilles. Il regardait les arbres au-dessus de lui avec cette concentration absolue du nourrisson pour qui chaque feuille est un événement. Marcel lui parla de Thomas. Il lui dit tout, qui il était, ce qu'il avait été pour Sophie, qu'il ignorait l'existence de l'enfant, qu'il était maintenant malade, qu'il demandait à la voir. Isabelle marchait à ses côtés et écoutait. Son visage était calme, d'un calme qui n'était pas de l'indifférence. C'était le calme d'un contrôle conscient, celui d'une personne qui a appris à accepter les choses difficiles en les traitant d'abord dans le silence, sans public. Quand Marcel eut fini de parler, elle marcha encore un moment sans mot dire. Les roues de la poussette chuintaient sur les pavés. Puis elle dit « Donc, c'est mon père. » « Biologiquement, oui. » Isabelle s'arrêta. Elle s'approcha de la poussette, ajusta le bonnet de Mathias qui avait glissé un peu sur le côté. Mathias la regarda avec cette expression qu'il avait toujours quand elle lui accordait de l'attention, un regard de confiance absolue et sans critique. Elle dit, toujours en regardant Mathias, « À quoi ressemble-t-il » Marcel réfléchit un instant, puis il dit, « À un homme qui porte trop de choses et qui ne le dit pas. » Isabelle esquissa un sourire, un petit sourire fugace mais réel. Puis elle dit, « Je connais ça. » Ils reprirent à leur marche. La place s'ouvrait devant eux, les vieilles maisons, la lumière de fin d'après-midi sur les façades, quelques touristes près de l'église. Rouen dans son rythme calme de fin de journée. Ils marchèrent en silence un moment, puis Isabelle dit, « Dites-lui que je viendrai. » Marcel la regarda. « Je ne viens pas pour lui pardonner. Le pardon est un processus, pas une décision. Mais je viendrai, parce que je veux savoir d'où je viens. Et parce que, dit-elle doucement, parce que Mathias aura des questions un jour. Et je ne veux pas lui dire, je ne sais rien, parce que j'avais peur de demander. » Marcel hocha la tête. Mathias, dans la poussette, émit un son. Ce bruit spécifique, à mi-chemin entre le gazouillis et la tentative d'expression. Isabelle lui sourit. Et Marcel, qui marchait à ses côtés, les mains dans les poches, et cette pesanteur dans la poitrine qui changeait de forme jour après jour, Marcel sentit à cet instant, sans pouvoir le nommer précisément, qu'il se tenait au seuil de quelque chose qui était là depuis le début, mais qui ne lui était pas accessible. Comme une maison dont la porte n'est pas verrouillée, mais où personne n'entre parce que personne ne sait que les clés sont inutiles. Il continua de marcher, les mains dans les poches. Mathias gazouillait. Et au-dessus de Rouen, le soleil descendait derrière les toits, dorant les façades des vieilles demeures d'une manière qui n'existe qu'à cette heure, dans cette lumière, et qui ne se répète jamais exactement de la même façon. Isabelle arriva à Aix-les-Bains une semaine plus tard. Marcel ne l'accompagna pas. Il s'était proposé, mais Isabelle avait décliné avec cette franchise qui la caractérisait. Elle avait dit « C'est quelque chose que je dois faire seule. Merci, mais seule. » Marcel l'accepta sans discussion. Il y vit un respect pour sa propre force, et le respect de la force était une chose qu'il appréciait chez n'importe qui. Elle voyagea en train. Mathias dormit presque tout le trajet dans le porte-bébé, pressé contre sa poitrine, avec une respiration régulière qui était la seule chose qu'Isabelle ressentait comme solide durant ce voyage. Tout le reste était en mouvement, le paysage derrière la vitre, ses pensées, cette nervosité sous les côtes qui se faisait passer pour du calme, mais n'en était pas. L'adresse de Thomas l'accueillit comme elle avait accueilli Marcel, la vieille maison, l'escalier à droite, la sonnette avec une simple étiquette à son nom. Isabelle sonna et attendit. La porte s'ouvrit. Thomas Pichon la vit pour la première fois et fit ce que les hommes font rarement dans de telles situations. Il ne dit rien. Il resta sur le seuil et la regarda. Ce visage où il y avait quelque chose qu'il attendait et qu'il redoutait. Et il se tut, la bouche entr'ouverte, comme si les mots étaient venus puis repartis. Isabelle se tenait sur le pas de la porte. Mathias s'était réveillé et regardait autour de lui avec intérêt. Puis Thomas dit « Entrez, je vous en prie. » Ils s'assirent dans le salon. Thomas apporta du thé et des biscuits, bien qu'Isabelle ait senti que cela lui coûtait plus d'efforts qu'il ne voulait l'admettre. Mathias était allongé sur une couverture posée sur le tapis, agitant les jambes et faisant ce que font les bébés de 5 mois.
observer le plafond, attraper le bord de la couverture, émettre des sons comme s'il commentait le monde. Thomas ne le quitta pas des yeux un seul instant, d'une manière qui n'était pas discrète. Mais Isabelle ne lui en tint pas rigueur. Il y avait dans ce regard trop et trop peu à la fois, trop de choses qu'il découvrait enfin, et trop peu de temps pour les assimiler. Isabelle commença. Elle lui dit la même chose qu'à Marcel, Hélène, la boîte, le nom. Thomas écoutait sans dire un mot. Puis, quand elle eut fini, il resta un moment silencieux. Puis il dit « Je ne sais pas si cela te consolera ou non, mais je ne savais rien de toi, vraiment rien. Si j'avais su… » Isabelle leva la main. Un silence. Puis « Je vous crois. » Thomas fut décontenancé. « Je vous crois, » répéta Isabelle. « Marcel m'a parlé de vous, et j'ai passé toute la semaine à me demander ce que je ressentirais en vous voyant. Si j'allais être furieuse, pleurer ou ne rien ressentir. Et vous savez ce que j'ai découvert? Je ne suis pas furieuse. Vous ne m'êtes pas étranger, mais vous ne m'êtes pas proche non plus. Vous êtes un homme qui a fait partie d'une histoire dont le résultat est moi. Et cette histoire a été mal décidée par Sophie, pas par vous. Vous n'avez pas eu l'occasion de décider. » Thomas resta assis, écoutant, son visage semblant vieillir de 10 ans en 1 minute. Puis il dit « Je te demande pardon, pas pour ce qui s'est passé avec Sophie. C'était un autre temps, un autre monde, mais pour avoir vécu ensuite comme si de rien n'était, comme si tu n'existais pas. » Isabelle hocha lentement la tête. Elle dit « Moi aussi j'ai vécu comme si vous n'existiez pas, parce que je ne savais pas. Donc nous sommes à égalité. » Thomas la regarda, et il y avait dans son regard quelque chose comme du soulagement. Pas un soulagement joyeux ou trivial, mais réel, comme une expiration après avoir retenu son souffle trop longtemps. Puis, il se tourna vers le tapis. Mathias venait d'attraper un biscuit tombé sur la couverture et l'étudiait avec le plus grand sérieux. Thomas demanda doucement « Est-ce que je peux le toucher ?» Isabelle hésita un instant, puis elle hocha la tête. Thomas s'approcha du tapis et s'agenouilla lentement, avec ce mouvement qui n'était pas plus facile qu'avant. Il tendit la main vers le tapis et Mathias regarda cette main, puis Thomas, puis à nouveau la main. Et puis, parce que Mathias, à 5 mois, était un être qui ignorait la méfiance envers ce qui l'intéressait, il tendit sa propre main et attrapa le doigt de Thomas. Thomas émit un son qui n'était pas un sanglot, mais qui en était très proche. Isabelle, assise sur le canapé, regardait la scène. Son visage était calme, mais ses yeux ne l'étaient pas. Il y avait de la reconnaissance. Le sentiment que les choses qui semblaient insolubles avaient finalement une forme douloureuse, imparfaite, mais une forme. Elle repartit au bout de 2 heures. Sur le chemin du retour, dans le train, avec Mathias dormant à nouveau dans le porte-bébé, elle réfléchissait à ce qu'elle ressentait. Elle essaya de le nommer, comme elle le faisait souvent. Silencieusement pour elle-même, sans fioriture, elle ressentait de la pitié. Pas pour elle-même, mais pour cette complexité inutile qui aurait pu être simple. Pour toutes ces années où ces gens avaient existé sans qu'elle le sache. Pour Thomas qui portait la culpabilité d'une chose qu'il ignorait. Pour Marcel, qui avait pleuré pendant 23 ans, une femme dont il n'avait pas vu toute l'histoire. Et pour Sophie, et c'était le plus difficile, elle ressentait aussi de la pitié pour Sophie. Pas encore du pardon, pas tout de suite, mais de la pitié. Car qu'avait dû porter cette femme seule pour décider ainsi? Quelle peur, quel sentiment d'impasse, quelle honte ou quelle fatigue l'avait poussée à envelopper toute cette histoire de ténèbres et à la porter de cette manière, jusqu'à la fin. Isabelle ne le savait pas. Peut-être ne le saurait-elle jamais. Mais la pitié, elle pouvait la connaître. Marcel l'attendait avec un SMS, pas un appel. C'était sa façon d'être, discrète et précise. Comment cela s'est-il passé? Isabelle répondit « Bien. Je vous en dirai plus en personne, si vous le souhaitez. » La réponse arriva vite. Quand cela vous convient-il? Ils se virent 2 jours plus tard chez Isabelle, à la pension, dans le petit salon du rez-de-chaussée, où Madame Kopek permettait aux hôtes de s'asseoir le soir près de la fenêtre avec un thé. Mathias était à l'étage dans sa chambre. Isabelle l'avait couché 1 heure auparavant. Marcel arriva avec un plateau, 2 cafés et un thé, car il avait appelé avant, et Isabelle lui avait dit qu'elle buvait du thé. Ce petit geste, appelé pour savoir, se préparer, surprit Isabelle de cette manière dont les petits détails surprennent parfois plus que les grands gestes. Ils s'assirent. Isabelle lui raconta la visite, de façon factuelle, chronologique, sans dramatisation. Marcel écoutait, le front soucieux, le regard présent, pas lointain. Quand elle eut fini, il demanda «
Qu'as-tu ressenti en le voyant » Isabelle réfléchit un instant, puis elle dit « Comme lorsqu'on voit une pièce dont on ignorait qu'elle manquait. Ce n'est pas une chose réparée dès qu'on la trouve, mais au moins, on sait où chercher. » Marcel hocha la tête. Dans ce hochement, il y avait de la compréhension, pas démonstrative, mais silencieuse. Puis Isabelle dit « Et vous? Comment vous sentez-vous » Marcel leva les yeux. Isabelle continua « Cela n'a pas commencé par moi. Cela a commencé par Sophie. Et vous faites partie de cette histoire d'une manière que vous n'avez pas choisie. Je vous demande comment vous vous sentez là-dedans. Vraiment. » Marcel resta silencieux un moment. Puis il dit « Et il y avait là quelque chose qu'Isabelle n'avait pas encore entendu chez lui, une certaine mise à nu. Pendant des années, j'ai vécu avec une image de Sophie qui était complète. Je savais qui elle était, ou du moins je le croyais. Et maintenant, cette image a une faille. Pas une destruction, une faille. Et j'apprends à la regarder à travers cette faille et à me dire « Elle était une femme complexe, comme tout le monde. Et je l'aimais. » Les deux sont vrais. Les deux existent simultanément. Isabelle l'écoutait. Il continua. « Mais je sais aussi ceci. Vous êtes venu sur sa tombe. Et cela, quoi qu'elle ait fait, cela me dit que vous portez en vous plus de bonté que quiconque n'aurait pu attendre d'une personne dans votre situation. » Isabelle le regarda. Puis elle dit « Ou alors, je suis juste trop fatiguée pour la colère. » Marcel esquissa un sourire, un petit sourire rapide mais réel. Et Isabelle, qui ne le connaissait que depuis quelques semaines, réalisa qu'elle ne l'avait pas encore vu ainsi. Entier. Le thé avait refroidi. Dehors, Rouen s'était tu, adoptant son rythme nocturne. Madame Kopek passa dans le couloir et verrouilla la porte d'entrée. Et ils restèrent assis là, près de la fenêtre du petit salon, et il y avait à cet instant quelque chose auquel Isabelle ne savait pas encore donner de nom, pas de l'intimité au sens romantique, mais l'intimité de ce genre qui se crée quand deux personnes voient mutuellement leur fardeau et n'en sont pas effrayées. Quand la présence de l'autre ne semble ni un poids, ni une obligation, mais un espace où l'on peut respirer. Marcel finit par se lever et dit qu'il devait partir. Isabelle l'accompagna jusqu'à la porte. Sur le seuil, il s'arrêta et dit « Je veux que vous sachiez, il n'y a aucune pression, ni de ma part, ni de nulle part. Vous êtes libre de venir ou de partir, de rester ou de ne pas donner suite. Je suis là parce que j'ai décidé de l'être, mais votre choix vous appartient. » Isabelle hocha la tête, puis elle dit « Moi aussi. » C'était une chose simple, dite simplement, mais elle portait en elle bien plus que les mots qu'elle contenait. Marcel rentra chez lui à pied, bien que sa voiture soit garée plus près. Rouen, la nuit, avait un autre rythme que le jour, plus calme, avec un ciel plus ouvert, des pas qui résonnent différemment sur le trottoir désert. Il marchait lentement et pensait. Il pensait à Isabelle, à la façon dont elle portait sa fatigue sans résignation, à la façon dont elle tenait Mathias d'une manière naturelle et pourtant absolue, à sa façon de parler, franchement, sans fioriture, sans besoin d'être félicité ni plainte. Il pensait à Sophie, à la faille dans l'image, à la façon dont il avait parlé d'amour et de complexité, et comment ces mots, dès qu'il les avait prononcés, avaient cessé de lui être étrangers, comme une chose qui attendait d'être nommée pour devenir réelle. Et il pensait à Mathias, à ce doigt serré dans la main de Thomas, à ses petits yeux fixant le plafond, à ce son, ce mélange de gazouillis et d'expression, qui était à la fois si simple et si indestructible. Marcel marchait dans la nuit rouennaise et acceptait lentement une chose qu'il avait mis des années à comprendre, que le vide dans la poitrine n'est pas un défaut, n'est pas un châtiment, n'est pas une infidélité envers Sophie. C'est juste un espace qui a appartenu à quelqu'un autrefois, et un espace qui peut appartenir, non pas pour remplacer, mais simplement appartenir à de nouvelles choses, à de nouvelles personnes, s'il le veut vraiment. Et pour la première fois en 23 ans, pour la première fois sincèrement, sans sarcasme, sans déni immédiat, Marcel Dumont se dit « peut-être que oui ». Le printemps arriva à Rouen progressivement, comme le fait toujours le printemps, non pas comme une arrivée brutale, mais comme une métamorphose. Un jour, l'air était encore piquant et les trottoirs mouillés par le gel nocturne, et le lendemain, il y avait dans cette air quelque chose d'autre, de plus doux, de plus chaud, et dans les parcs le long de la Seine, l'herbe commençait à verdir avec cette légèreté confiante
avec laquelle la nature entre dans une nouvelle phase, sans douter du sens de ce qu'elle fait. Marcel remarqua ce changement, non pas consciemment mais physiquement. Ses promenades duraient plus longtemps. Il ne se pressait plus de rentrer chez lui comme en hiver. Isabelle était restée à Rouen. Ce ne fut pas une grande décision, ni une annonce solennelle. Cela se fit petit à petit, comme arrivent les choses quand un jour bascule dans le suivant et qu'on s'aperçoit qu'on a cessé de planifier son départ pour commencer à planifier d'autres choses. Madame Kopek lui avait proposé des chambres moins chères jusqu'à la fin de l'année, car, comme elle l'avait dit avec la franchise d'une femme d'expérience, une jeune mère seule avec un bébé a besoin de certitude, pas d'aventure. Isabelle avait accepté, un peu surprise par ce geste désintéressé d'une inconnue. Elle commença à chercher du travail. Elle avait fait des études de pédagogie. À Lille, elle avait travaillé comme assistante dans une école maternelle avant que la grossesse et les complications qui l'avaient accompagnée n'arrivent. Maintenant, elle explorait Rouen, passait des entretiens, portait Mathias dans son porte-bébé. La ville cessait peu à peu de lui être étrangère. Elle reconnaissait les rues, le café du coin, le primeur près du square, la vieille dame qui, chaque matin à la même heure, s'asseyait sur un banc pour nourrir les pigeons. Marcel l'accueillait chaque fois qu'elle venait, ou qu'elle apportait des nouvelles de Thomas, qui donnait parfois signe de vie par l'intermédiaire d'Isabelle, n'ayant pas encore trouvé de moyen naturel de communiquer directement avec Marcel. Mais il passait aussi quand il n'y avait pas de raison formelle. Il apporta un jour un sac de courses parce qu'il passait devant le magasin et s'était souvenu qu'Isabelle avait mentionné qu'elle n'avait pas le temps de faire les achats. Une autre fois, il vint s'occuper de Mathias pendant qu'Isabelle passait un entretien et resta assis dans le salon de Madame Kopek avec le bébé sur les genoux, un journal posé sur la table sans même l'ouvrir. Madame Kopek le croisa une fois dans le couloir et le regarda avec ce regard que les vieilles dames portent sur les situations qu'elles voient plus clairement que leurs protagonistes. Elle ne dit rien. Elle sourit et continua son chemin. Mathias grandissait. C'était la chose la plus visible. Chaque semaine apportait quelque chose de nouveau. Un matin, Mathias commença à suivre le mouvement des mains avec une concentration nouvelle. Puis il commença à tendre les bras vers les objets, n'importe quoi qui lui semblait atteignable, que ce soit le cas ou non. Puis il se retourna pour la première fois sur le ventre et resta ainsi, la tête haute, avec une expression de triomphe qui était aussi celle d'une surprise totale face à sa propre prouesse. Isabelle notait tout cela dans un petit carnet, la date, la description, une courte note. Marcel le vit une fois et ne dit rien. Mais plus tard, il demanda « Depuis quand notez-vous tout cela ?»« Depuis le début, » répondit-elle. « Je ne veux pas oublier. »« Pourquoi oublieriez-vous ?»« Parce que les jours commencent à se ressembler. Et je ne veux pas que ces jours-là se perdent. Ce sont les premiers. Il n'y aura pas d'autres premiers. » Marcel prit le carnet. Isabelle le lui tendit sans hésiter et lut quelques entrées. Puis il le rendit et dit « Bonne idée ». Puis il s'assit près du tapis où Mathias était allongé sur le dos, pédalant dans le vide. Et il resta là, sans un mot, simplement présent. Mathias finit par le remarquer, tourna la tête et regarda Marcel avec une expression où se mêlait la concentration, puis la reconnaissance, puis, et c'était nouveau, quelque chose qui ressemblait à du plaisir. Isabelle, assise sur le canapé, les observait. Elle ne dit rien. L'état de Thomas s'aggrava. Isabelle le savait par ses messages, plus courts, avec de plus longues pauses, avec une écriture qui devenait moins précise. Elle l'appelait une fois par semaine, brièvement. Thomas parlait de choses du passé, des endroits où il était allé, des gens qu'il avait connus, comme s'il parcourait son monde systématiquement pour en faire l'inventaire. Une fois, il dit « Tu sais ce qui ne me dérange pas dans tout ça, c'est de mourir, tout le monde meurt. Ce qui me dérange, c'est le peu de temps où j'ai été vraiment présent. Tout ce que j'ai remis à plus tard, et ce plus tard, n'est jamais venu. » Isabelle écoutait. Il continua. « Toi et Mathias, c'est la chose qui me dit que l'histoire n'est pas un cercle fermé. Tu es venu, et le cercle s'est ouvert sur autre chose. Cela m'apporte la paix. » Isabelle dit « Je viendrai vous voir bientôt. » Thomas répondit « Amène-le. » Ils se rendirent à Aix-les-Bains un après-midi. Marcel conduisait. Isabelle était à l'arrière avec Mathias dans son siège auto. C'était la première excursion qu'ils faisaient ainsi ensemble, sans raison formelle, juste parce qu'il fallait y aller et qu'il était naturel d'y aller ensemble. Marcel n'y réfléchit pas outre mesure. Il arriva simplement, ouvrit la portière de la voiture, aida avec le siège auto,
s'arrêta à la station-service pour prendre de l'eau. Ils arrivèrent en fin de matinée. Thomas était chez lui, plus pâle que la fois précédente, mais conscient et présent. Il était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, une couverture sur les genoux, et quand il les vit, il se redressa d'une manière consciente et un peu courageuse. Isabelle salua et s'assit en face de lui. Marcel sortit d'un sac de la nourriture qu'ils avaient acheté en route, des brioches d'une boulangerie réputée, car Thomas avait mentionné un jour qu'il les aimait, et les posa sur la petite table sans commentaire. Thomas regarda le sac, puis Marcel. Marcel dit « Je m'en souviens ». Thomas sourit, pour la première fois depuis que Marcel l'avait revu, un vrai sourire, pas seulement une politesse. Il y avait tellement de choses là-dedans. Mathias fut sorti de son siège, apporté dans le salon et posé sur une couverture sur le tapis. Il commença immédiatement à explorer son nouvel environnement avec son intérêt systématique. Ici, le bord du tapis, là, le pied de la table, là, la lumière de la fenêtre. Thomas l'observait depuis son fauteuil. Puis il demanda « Est-ce que je peux le prendre ?» Isabelle prit Mathias et l'installa avec précaution sur les genoux de Thomas. Mathias regarda autour de lui, puis fixa le visage de Thomas avec cette franchise qui est le privilège des petits-enfants. Sans filtre, sans préjugés, juste un pur intérêt. Thomas tint Mathias à deux mains, un peu maladroitement, avec précaution, comme tiennent un enfant les gens qui ne l'ont jamais fait auparavant, et puis Mathias s'appuya le dos contre le buste de Thomas et émit ce son qui était à moitié un gazouillis. Thomas ferma les yeux un instant. Marcel était assis dans un coin et regardait. Isabelle était assise en face. Personne ne parlait. C'était ce genre de silence qui n'est pas vide. Il est saturé de quelque chose pour lequel il n'existe pas de mots assez précis. Ils repartirent dans l'après-midi. Thomas les accompagna lentement jusqu'à la porte, avec la canne dont il avait maintenant besoin. Sur le seuil, il s'arrêta et regarda Isabelle. Il dit « Merci d'être venu, de lui avoir permis de te connaître. » Isabelle hocha la tête. Puis Thomas se tourna vers Marcel. Ils se serrèrent la main, cette vieille poignée de main virile qui porte une chose pour laquelle il n'y a pas d'autre expression. Puis Thomas dit doucement « J'ai été heureux de t'avoir connu, depuis le début, malgré tout. » Marcel le regarda directement, sans détour. Puis il dit « Moi aussi. » Ils firent le trajet du retour en silence. Le paysage défilait par les fenêtres, champs, forêts, horizons. Mathias, dans son siège auto, dormait d'un sommeil profond, le visage détendu dans un calme absolu, celui qu'ont les petits-enfants quand ils sont en sécurité. Marcel conduisait et Isabelle, assise à l'arrière, regardait par la vitre. Puis elle dit doucement « Pensez-vous que nous le reverrons ?» Marcel réfléchit un instant, puis il dit « Je ne sais pas, mais aujourd'hui il était serein. C'est ce qui compte maintenant. » Isabelle hocha la tête. Puis vint le silence, mais différent de celui du matin. Plus plein, comme l'air après la pluie où il y a de l'humidité et de la fraîcheur à la fois. Marcel dit, sans l'avoir prévu, simplement parce qu'il était naturel de le dire, « Je suis content que vous soyez venu à Rouen. » Isabelle le regarda dans le rétroviseur. Leurs regards se croisèrent, brièvement, mais intensément. Puis elle dit, « Moi aussi. » Derrière les vitres, la campagne française glissait vers le crépuscule, les champs dorés par le soleil bas, les arbres sombres, les clochers lointains d'une église à l'horizon. Un paysage ordinaire, un jour ordinaire. Mais Marcel Dumont rentrait chez lui avec un sentiment qui n'était pas ordinaire. Un sentiment qui n'était ni de l'euphorie ni de la certitude, mais ce pressentiment calme et solide des choses qui allèrent venir. Comme un souffle d'air chaud qui arrive la veille d'un changement de temps. Une fois rentré, il posa Mathias sur le canapé pendant qu'Isabelle déballait les affaires. Puis, il s'approcha de la fenêtre et regarda Rouen au crépuscule, les toits, les tours, la lumière dorée aux fenêtres des maisons. Puis, il se dit à lui-même, doucement, juste pour lui, dans la pièce vide, « Sophie, je ne sais pas pourquoi tu as décidé ce que tu as décidé. Peut-être que je ne le saurai jamais. Mais ce qui est né de cette décision, c'est ici, et je m'en occuperai. » Dehors, Rouen passait lentement à la nuit, et Marcel restait près de la fenêtre et il se sentait, pas de façon légère, pas de façon simple, mais il se sentait bien d'une manière qui n'était pas seulement l'absence de douleur. C'était une forme de présence de quelque chose de nouveau, de quelque chose de vivant. Le message arriva le matin peu après 7 heures, et Marcel le lut alors qu'il était encore en robe de chambre près de la fenêtre, sa tasse de café à la main, qu'il dut poser car sa main avait cessé d'être ferme. C'était juste quelques mots. Isabelle écrivait «
Thomas a été transporté à l'hôpital. Son état s'est aggravé pendant la nuit. J'y suis allé. Venez si vous le pouvez. Marcel s'habilla, appela Paul pour le prévenir en une phrase, prit ses clés et partit. L'hôpital d'Aix-les-Bains était plus petit que celui de Rouen, plus calme, avec des couloirs sentant l'air pur et le désinfectant, des fenêtres laissant entrer la pleine lumière du matin. Une infirmière l'orienta vers le 2e étage. La porte au bout du couloir était entr'ouverte. Il entra. Isabelle était assise sur une chaise en plastique près du lit, Mathias dans les bras. Mathias dormait. Thomas était allongé sur le lit, les yeux mi-clos, entouré d'appareils dont le bip discret remplissait la chambre de façon régulière, factuelle, sans drame. Il semblait plus petit que lors de leur dernière rencontre, pas plus décharné, mais comme réduit, comme si la maladie effectuait son lent calcul final. Isabelle se tourna en entendant ses pas. Elle fit un signe de tête en guise de salut. Marcel entra et s'approcha du lit. Thomas le remarqua. Il ferma les yeux, puis les rouvrit. Ses lèvres bougèrent. Marcel se pencha plus près. Thomas dit d'une voix si basse qu'on l'entendait à peine « Je suis content que tu sois venu ». Marcel prit une seconde chaise en plastique et s'assit. Il ne dit rien de pompeux. Il n'était pas un homme capable de dire des choses pompeuses, et Thomas n'aurait de toute façon pas eu la force de les écouter. Il s'assit, posa sa main près de celle de Thomas et fut simplement présent. Isabelle était assise en face, Mathias dormant dans ses bras. Ils restèrent ainsi 3 personnes dans une chambre d'hôpital, liées par une chose commencée bien avant que l'un d'eux n'entre consciemment dans cette histoire. La lumière derrière la fenêtre changeait avec les heures. Le matin était blanc, puis doré, puis chaud et direct. Une infirmière vint 2 fois vérifier les appareils et repartit chaque fois sans un mot. Des patients dans d'autres chambres produisaient des bruits lointains. Le temps coulait différemment dans une chambre d'hôpital, plus lentement et plus densément, comme si l'air avait une autre consistance. Mathias se réveilla avant midi. Isabelle le nourrit, puis le tint sur ses genoux, et Mathias regarda autour de lui avec son expression systématique habituelle. Puis, il regarda Thomas. Thomas avait les yeux ouverts. Il regardait Mathias. Et Mathias regardait Thomas. C'était un regard sans parole, mais il y avait dans toute cette simplicité quelque chose d'immense. Le vieillard et l'enfant, la fin et le début, dans le même espace, dans une reconnaissance mutuelle silencieuse. Puis Mathias émit un son, se gazouillit à moitié expressif, et tendit la main en l'air comme s'il cherchait à atteindre une chose qui n'était pas là, mais qui aurait pu l'être. Thomas bougea la main sur la couverture, lentement, avec un effort visible. Il l'approcha de celle de Mathias, et Mathias, spontané, ne se méfiant de rien de ce qui l'intéresse, attrapa le doigt de Thomas. Isabelle ferma les yeux. Marcel regardait la petite table près du lit. Personne ne dit rien, rien. Thomas mourut 4 jours plus tard, au matin. Isabelle l'avait appelé la nuit précédente, brièvement, simplement. Elle lui avait dit que Mathias lui disait bonjour. Thomas avait ri, un son à peine audible, mais un rire. Puis il avait dit « Tu seras une bonne mère. Tu es une bonne mère. » Isabelle l'avait remercié. Thomas avait raccroché. Il mourut au matin, sans douleur, comme le dit le médecin, une défaillance silencieuse, sans drame, comme il l'avait souhaité lui-même. Isabelle reçut la nouvelle à 8 heures. Elle était assise dans le salon de Madame Kopek avec une tasse de thé qui avait refroidi et laissa la lecture du message en suspens dans le silence un moment. Puis, elle appela Marcel. Marcel arriva 20 minutes plus tard. Il s'assit à côté d'elle et ne dit rien, car il n'y avait rien à dire. Le silence était présent, ce bon silence, qui remplit, qui n'est pas vide. Mathias dormait à l'étage. Madame Kopek passa dans le couloir, les aperçut et apporta du thé frais sans rien demander. Puis elle s'en alla. Au bout d'un moment, Isabelle dit « Je suis contente qu'il l'ait connu, et je suis contente que Mathias l'ait connu. » Marcel hocha la tête, puis elle ajouta « Je sais que vous l'avez connu différemment. De votre place, cela doit être différent. » Marcel réfléchit, puis il dit « Thomas faisait partie du monde dans lequel j'étais heureux. Ce monde qui s'est arrêté avec Sophie. Le voir une dernière fois, à nouveau et puis ainsi, c'était une façon de dire au revoir à ce monde. Une dernière fois. Correctement. » Isabelle l'écoutait. Puis Marcel dit, et c'était calme et direct, sans emphase, « Merci à toi d'avoir permis qu'il voie Mathias. C'est un cadeau que tu lui as fait, et il l'a accepté. »
Isabelle regarda sa tasse de thé, puis elle dit « Il l'a accepté, et il m'a rendu quelque chose en échange. » Quoi? Le sentiment que ce qui est devenu avant moi n'était pas seulement un germe de douleur, c'était aussi le germe de moi, et de Mathias, et de cet endroit. Marcel hocha la tête. Ils restèrent un moment dans le silence. Les obsèques furent simples. Thomas n'avait pas de famille proche. Isabelle s'occupa de l'administratif car Marcel l'avait aidé par l'intermédiaire de Paul et ils vinrent tous deux pour la crémation. Il y avait quelques personnes de la ville, un voisin, une femme de la bibliothèque municipale, où Thomas allait lire. Marcel se tenait à côté d'Isabelle dans la salle sobre. Mathias était chez Madame Kopek. Isabelle avait décidé de ne pas l'emmener. C'était pour les adultes. La salle était silencieuse. Les mots prononcés furent courts et précis, sur un homme qui avait vécu modestement et n'avait pas laissé de bruit derrière lui, mais avait laissé des choses dont son entourage savait plus que lui-même. Marcel se demandait si on disait cela de tout le monde, ou si c'était plus vrai pour Thomas que pour les autres. Puis il se dit que cela n'avait pas d'importance. C'était vrai. Il avait été là et il l'avait entendu. Dehors, après la cérémonie, ils restèrent un moment sur le trottoir. Il faisait plus frais que ce que l'air du matin avait promis. Isabelle demanda « Et maintenant ?» Marcel « Dans quel sens ?»« Dans n'importe quel sens. » Marcel regarda la rue, puis il dit « Je pense que nous allons rentrer à la maison, à Rouen, et nous allons continuer à vivre. C'est ce qu'il y a à faire maintenant. » Isabelle hocha la tête, puis elle dit doucement « Rouen et la maison ?» Marcel la regarda. Il ne dit rien pendant un instant, puis il dit « Pour moi, oui, depuis des années. La question est de savoir pour qui d'autre encore. » Isabelle regarda derrière lui. Leurs regards se croisèrent, pas pour la première fois, mais pour la première fois, avec cette conscience tacite chez l'un comme chez l'autre, que les regards se cherchaient intentionnellement, pas par hasard. Puis elle dit « Peut-être que cela se révélera bientôt. » Ils firent le trajet du retour en silence, un peu comme la dernière fois, mais différemment. La fois précédente, le silence était présent à cause de Thomas. Cette fois, il était présent à cause d'eux. Marcel conduisait et réfléchissait. Isabelle était assise à côté de lui. Il n'y avait pas de siège auto à l'arrière. Mathias était chez Madame Kopek. Elle était donc assise devant, à la place du passager, où Marcel ne laissait jamais personne s'installer. Paul voyageait toujours à l'arrière par habitude professionnelle. Hélène Martin n'était jamais montée dans la voiture. Et Sophie s'asseyait toujours devant, à la place où se trouvait maintenant Isabelle. Marcel le remarquait. Et il ne refoulait pas ce fait. Il ne le chassait pas dans un coin de son esprit. Il le laissait simplement être ce qu'il était, une partie des choses qui existent simultanément, sans s'annuler mutuellement. Puis, Isabelle dit, sans préparation simplement, « Pardonnez-moi, j'ai une question. Posez-la. Comment c'était entre vous et Sophie? Je ne parle pas de la part de secret. Je demande, comment c'était quand c'était bien? » Marcel réfléchit. C'était la façon dont elle demandait, non par curiosité, mais par un intérêt sincère, par besoin de savoir, pas par besoin d'entendre. Il dit enfin, « C'était calme. Elle savait être bruyante, rire fort, commenter les choses. Mais la chose fondamentale que nous avions, c'était calme, comme partager l'air dans la même pièce. Cela n'exigeait pas de mots. C'était simplement là. » Isabelle écoutait. Il continua. « Ce n'était pas sans problème. Ça ne l'est jamais. Mais ce calme fondamental était solide. Je pensais que ce silence solide me disait tout. Maintenant, je sais qu'il me disait presque tout. » Isabelle dit « Presque tout, c'est déjà beaucoup. » Marcel la regarda du coin de l'œil. Puis il hocha la tête, une fois, lentement. Le paysage derrière les vitres défilait. Le soleil était bas et doré, éclairant le bord de la route, les champs et les arbres d'une manière particulière à ce moment de la journée, trop beau pour durer et pourtant bien présent. Marcel rentrait chez lui et ressentait quelque chose auquel il ne savait toujours pas donner de nom précis. Mais c'était là, clair, comme l'air que l'on prend pour acquis jusqu'à ce qu'on commence à le respirer consciemment. Madame Kopek leur dit à la porte que Mathias avait dormi tout l'après-midi, qu'il venait de se réveiller et qu'il était de très bonne humeur. Isabelle monta à l'étage. Marcel resta dans le couloir et attendit, rien pour rien. Il resta simplement là. Au bout d'un moment, Isabelle descendit avec Mathias dans les bras. Mathias aperçut Marcel
et réagit de cette manière qu'il avait de plus en plus systématiquement ces dernières semaines. Il ouvrit les bras. Tout son visage se transforma en une expression où rien n'était retenu. Marcel s'approcha. Isabelle lui tendit Mathias, naturellement, sans cérémonie, comme une chose qui se fait. Marcel le prit, le tint fermement. Mathias s'appuya contre son épaule et émit ce son. Madame Kopek passait dans le couloir, les vit et s'arrêta de marcher. Puis, elle continua son chemin. Marcel se tenait dans le couloir de la vieille pension avec un bébé sur l'épaule et Isabelle devant lui. Et il sentait que la forme à l'intérieur de sa poitrine, celle qui changeait depuis ce matin pluvieux sous l'auvent, s'était stabilisée en quelque chose de solide. Ce n'était pas de l'euphorie, ce n'était pas simple non plus, mais c'était réel d'une manière qu'on ne pouvait nier. Isabelle le regardait, puis elle dit doucement « Mathias a grandi en un seul jour ». Marcel regarda Mathias, puis Isabelle. Il dit « Les enfants grandissent vite ». Isabelle hocha la tête, puis elle se tourna pour aller au salon. Marcel la suivit, Mathias toujours sur l'épaule, avec des pas un peu plus légers qu'autrefois, non parce que le poids avait disparu, mais parce que la pesanteur dans la poitrine avait cessé d'être seulement un fardeau pour devenir aussi une ancre. Et avec une ancre, on pouvait vivre. L'été arriva à Rouen avec tout ce qu'il apporte. Des soirées plus longues, une chaleur qui restait dans les pierres des pavés même après la tombée de la nuit, et ce genre de liberté liée à la lumière qui refuse de partir. La place du Vieux Marché se remplissait de touristes. Les cafés installèrent leurs tables sur les trottoirs, et la cathédrale trônait dans sa majesté gothique au milieu de tout cela, avec le calme d'une chose qui a vu passer bien des étés. Isabelle trouva du travail. Ce n'était pas un grand poste. Une école maternelle privée sur la rive gauche, une petite structure avec 2 classes et 3 pédagogues. La directrice était une femme d'âge mûr, s'intéressant à une approche orientée vers l'enfant et dotée d'un regard pratique sur les gens. « Vous avez l'air compétente et vous êtes patiente, nous commençons dans 1 mois », avait-elle dit à la fin de l'entretien. Isabelle accepta. C'était la première fois depuis son départ de Lille qu'elle avait un endroit concret où appartenir. Pas la pension, pas le café, pas le banc du square avec Mathias, mais un lieu avec une clé, un emploi du temps, des enfants qui arriveraient le matin et auraient besoin d'un guide tout au long de la journée. Cette idée, être un guide, la nourrissait d'une manière qu'elle ne parvenait pas à articuler pleinement, mais qui était vraie. Elle mettait Mathias dans une crèche située dans le bâtiment voisin. L'avantage d'une petite institution où un système avait été convenu. Elle faisait le trajet aller-retour à pied avec Mathias dans sa poussette et cet itinéraire quotidien devint son premier véritable rituel à Rouen. Le matin avec le café dans le thermos, la traversée du square, le salut à la vieille dame près de la fontaine. Marcel apprit la nouvelle du nouveau travail directement par Isabelle. Elle était venue lui dire en personne, pas par message. C'était un détail qu'il enregistra sans le commenter. Il la regarda simplement et dit « C'est une bonne nouvelle. Et puis, venez dîner, je ne cuisine pas très bien moi-même, mais je me débrouille. Célébrons cela. » Isabelle rit, puis elle dit « Oui, le dîner dans la demeure de Marcel fut la première soirée où Isabelle franchit le seuil de cet espace. La maison était différente de ce qu'elle imaginait. Elle se représentait, sans se l'avouer précisément, un lieu empreint d'un ordre mort, fermé et impersonnel comme une chambre d'hôtel. Mais la maison était simplement ancienne et humaine, avec le bois sombre de l'escalier, les livres sur les étagères, la lampe dans le coin du salon qui jetait une lumière chaude sur le tapis. Il n'y avait pas beaucoup de décoration, mais ce qui s'y trouvait était authentique. Des photos sur les étagères, un vieux tableau au mur, des tasses dans la cuisine usées par l'usage quotidien. Isabelle prit Mathias et traversa la pièce avec son observation naturelle. Puis elle s'arrêta devant une étagère et regarda la photographie de Sophie. Marcel, debout près de la cuisinière, se retourna au bon moment. Il la vit fixer la photo. Il ne dit rien. Isabelle dit doucement « C'est elle. » Marcel. « Oui. » Isabelle regarda la photo un moment. Sophie, sur le cliché, se tenait dans un jardin, un verre à la main, souriant à l'objectif, non pas pour l'appareil, mais simplement au moment où Marcel avait déclenché. C'était l'une de ces photos où l'on ne ressemble pas à l'idée qu'on se fait de soi-même, mais à quelqu'un de vrai. Isabelle dit « Elle a l'air de quelqu'un qui sait être heureux. » Marcel détourna le regard vers sa casserole. Il dit « Elle savait. » C'était juste ce mot, « elle savait », mais il portait tant en lui.
Isabelle se tourna et s'approcha de la table où elle étala une couverture pour Mathias. Mathias fut immédiatement en action. Il rampait, explorait le bord du tapis, s'arrêtait au pied de la table et tapait dessus avec un intérêt scientifique. Marcel apporta le repas. Une soupe et une viande rôtie avec des légumes. Rien de compliqué, mais chaud et savoureux. Ils s'assirent à table. Mathias était sur la couverture à côté, content avec un gobelet qu'Isabelle lui avait donné. Ils mangèrent. Et il y avait dans ce repas quelque chose de si naturel que Marcel en fut frappé. Non pas de façon dramatique, mais silencieuse. C'était la façon naturelle dont Isabelle prenait sa cuillère, goûtait la soupe et disait « c'est bon ». La façon naturelle dont il commentait l'assaisonnement qu'il avait utilisé, la façon naturelle dont elle répondait, dont il souriait et dont Mathias tapait sur son gobelet. C'était simple, et la simplicité de la chose était inattendue et puissante. Après le dîner, ils s'assirent au salon. Mathias s'était endormi sur la couverture, emmitouflé dans l'un des plaids qu'Isabelle avait apportés. Marcel apporta le thé et s'assit dans le fauteuil en face. Isabelle dit « Je veux vous demander quelque chose. Vous pouvez me dire non ». Marcel hocha la tête. Elle dit « Mathias aura son anniversaire dans 3 mois, 1 an. Nous voulons fêter cela, moi et Madame Kopek, et peut-être quelques personnes du travail que j'ai rencontrées. Une petite chose, j'aimerais que vous veniez. » Marcel resta assis, puis il demanda « Pourquoi suis-je sur cette liste ?» Isabelle réfléchit, puis elle dit honnêtement « Parce que vous avez été là depuis le début, parce que Mathias vous connaît et parce que… » Elle hésita un instant, « Parce que cela me tient à cœur que vous soyez là. » Marcel resta immobile, sa tasse à la main. Puis il dit « Je viendrai. » Isabelle hocha la tête, puis vint le silence, ce silence plein. Mathias dormait. La lampe dans le coin jetait un cercle de lumière chaude. Isabelle dit « Je voulais vous dire encore une chose. » Marcel l'observait. « Je suis arrivé ici sans plan, sans attente. Je m'attendais à trouver une tombe et à repartir. Et au lieu de cela, j'ai… » Elle s'arrêta, cherchant des mots précis et justes. « Au lieu de cela, j'ai trouvé des choses pour lesquelles je n'ai pas tout à fait le nom correct. Mais je sais qu'elles sont là. Et je sais que j'en suis reconnaissante. » Marcel l'écoutait. Puis il dit « Moi aussi. » Ils restèrent un moment dans ce silence. Puis, Isabelle dit « Je dois y aller. Mathias se lèvera tôt demain matin et j'ai besoin d'être en forme. » Elle se leva. Elle prit Mathias. Celui-ci émergea de son demi-sommeil, grogna, puis se frotta contre son épaule et se rendormit. Marcel l'accompagna jusqu'à la porte. Sur le seuil, elle s'arrêta. Elle se retourna. Elle dit « Cette maison, elle est différente de ce que je pensais. » Marcel, dans quel sens? Elle est vivante, malgré ce qu'elle a été. Marcel la regarda. Puis il dit « Peut-être. » Isabelle partit. Marcel ferma la porte. Il resta dans le couloir un moment, puis retourna au salon. Sur le tapis se trouvait le petit plaid qu'Isabelle avait apporté. Elle l'avait oublié. Marcel le ramassa et le plia. Puis, il s'assit dans son fauteuil et regarda la photographie de Sophie sur l'étagère. Il dit doucement « Tu as pris une mauvaise décision. Peut-être y en a-t-il eu plusieurs. Mais cette femme qui est sortie de cette décision, est une bonne personne. Je pense que tu aimerais le savoir. » La lampe dans le coin brillait. Sophie, sur la photo, souriait à l'objectif, de façon vraie et simple. Marcel se dit que, peut-être, elle le savait. Hélène Martin le croisa le lendemain matin près de la clôture. Elle le regarda avec ce regard direct qu'elle avait. Puis elle dit « Vous avez l'air différent. » Marcel « Comment ça, différent ?»« Plus présent. » Marcel la regarda. Puis il dit « C'est sans doute exact. » Hélène hocha la tête. Puis elle dit « Car Hélène n'était pas femme à tourner autour du pot. C'est cette jeune femme, n'est-ce pas? Et cet enfant ?» Marcel ne répondit pas immédiatement. Puis il dit « Oui. » Hélène hocha la tête. Puis elle dit « C'est bien. Juste cela. C'est bien. » Sans question, sans commentaire, sans conseil. Marcel l'apprécia plus que n'importe quel discours complexe. Les jours d'été s'écoulaient, apportant avec eux des choses qui ne sont pas grandes en soi, mais qui s'assemblent pour former un tout comme les pierres d'une mosaïque. Marcel et Isabelle faisaient des promenades ensemble, pas tous les jours mais régulièrement.
avec Mathias dans sa poussette, sur les quais de la Seine, le long du square, et une fois jusqu'au jardin de l'université. Il parlait du travail, de Rouen, des gens qu'il croisait. Isabelle lui racontait les enfants de l'école maternelle, ce petit garçon qui apportait chaque matin un caillou et le posait sur le banc devant la classe comme une offrande, sans jamais expliquer pourquoi. Marcel l'écoutait et riait, d'un rire entier, pas de ce rire de politesse. Isabelle le remarquait. Chaque fois que Marcel riait de bon cœur, elle le remarquait. C'était un rire qui n'avait rien de retenu, et c'est pourquoi il était exceptionnel. Un jour, sur les quais, ils s'arrêtèrent de près d'un banc et Mathias fut sorti de sa poussette pour être posé dans l'herbe. Mathias commença immédiatement à explorer l'herbe, chaque brin séparément, avec une concentration totale, et Marcel l'observait depuis le banc, avec une expression si simple et si pleine à la fois, qu'Isabelle dut détourner le regard, car elle ne voulait pas l'accabler de son attention. Puis Mathias ramassa un petit bâton. Il regarda Marcel. Puis il lui tendit le bâton. Il avança la main et le lui donna avec une expression de don total, sans condition, sans attente. Marcel prit le bâton. Il regarda Mathias, puis le bâton, puis Isabelle. Il dit « C'est une affaire sérieuse ». Isabelle sourit. « C'est tout ce qu'il a. C'est pour ça qu'il le donne ». Marcel serra le bâton dans sa paume. Puis, il dit doucement « Je sais ». Ils étaient assis sur le banc au bord du fleuve, Mathias rampait dans l'herbe, Rouen passait autour d'eux à son propre rythme, et c'était normal. Pas exceptionnel, pas solennel, normal. Et la normalité de cet instant était une chose pour laquelle Marcel n'avait pas eu de nom pendant longtemps, car elle n'existait plus dans son quotidien. Maintenant, elle existait. Paul se permit une remarque une fois, une seule, courte, à la fin d'une réunion de travail. Il dit « Je me permets de dire une chose ». Marcel le regarda. Paul dit « Je suis content que cela arrive, quoi que ce soit ». Marcel hocha la tête, puis il dit « Moi aussi ». Paul prit ses dossiers et s'en alla. C'était exactement ce qu'il fallait. Le soir précédant l'anniversaire de Mathias, Marcel s'assit à son bureau. Le silence régnait dans la maison, la lampe dans le coin brillait, et il ouvrit un vieux carnet. Pas le carnet d'Isabelle avec les étapes de Mathias, mais le sien, dans lequel il écrivait des choses sans système et sans but, des choses qu'il fallait bien déposer quelque part. Il écrivit, il ferma le carnet, il alla se coucher, et il dormit sans se réveiller toute la nuit, pour la première fois depuis bien longtemps. Mathias fêta son premier anniversaire un samedi dans le petit salon de Madame Kopek, les fenêtres ouvertes sur le jardin et une lumière d'automne qui entrait, chaude et rasante, de cette manière dont le soleil de septembre brille en fin d'après-midi, non pas intensément, mais profondément, comme si le monde voulait passer le reste de la journée dans le calme et l'or. Isabelle avait préparé un gâteau, au chocolat simple, avec une bougie au centre. Madame Kopek avait apporté des tartes maison et invité une voisine, Léa de la blanchisserie du coin, qui avait fait la connaissance d'Isabelle pendant l'été et était devenue la première amitié naturelle qu'Isabelle s'était forgée à Rouen. Du travail, une collègue nommée Jeanne était venue, une jeune femme au rire franc et capable de remplir instantanément une pièce de bonne humeur. Et Marcel vint. Il arriva avec un sac contenant un petit camion en bois, ancien, fait à la main, avec des roues qui tournaient vraiment. Il ne dit pas où il l'avait trouvé. Il le posa simplement sur la table et Mathias le saisit immédiatement, le tournant dans ses mains avec son intérêt scientifique habituel. Isabelle regarda Marcel et il hocha la tête. C'était tout ce qu'il fallait. L'anniversaire avait été précédé d'une semaine calme et riche en réflexions qu'Isabelle assimilait peu à peu. Les 1 an d'un enfant ne sont pas seulement la fête du petit, c'est un bilan. Où était Mathias il y a 1 an, à l'hôpital de Lille, âgé de 3 jours, elle-même avec la douleur dans le corps et le vide là où aurait dû se trouver un père? Où est-il maintenant? À Rouen, dans une chambre avec fenêtre sur le jardin, entouré d'amis, avec un travail, avec un homme qui le porte sur son épaule comme une évidence. Isabelle ne paraissait pas sentimentale, mais elle pensait à ces choses, car il était juste d'y penser. Mathias avait grandi pendant cette année d'une manière qui restait fascinante, même après 12 mois d'observation quotidienne. Il s'asseyait avec stabilité, rampait vite, essayait de se tenir debout avec un appui. Il avait 4 dents et s'en servait avec joie. Il reconnaissait les gens. Isabelle absolument, Marcel fortement, Madame Kopek avec plaisir,
les étrangers avec une prudence saine et non paralysante. Et il commençait à dire des mots. Le premier fut « maman ». Et Isabelle l'entendit le matin même de son anniversaire quand elle s'approcha du berceau et que Mathias, assis, la regarda et dit simplement et sûrement « Maman ». Isabelle s'assit sur le bord du lit et dit « Bonjour ». Mathias répéta « Maman ». Et Isabelle reçut le prix de cette année en une fraction de seconde, non pas par la douleur, mais par ce sentiment inverse, ce sentiment plein, débordant, pour lequel il n'existe pas de mots précis dans aucune langue. Lors de la fête d'anniversaire, Marcel était assis à table et observait la pièce. Jeanne et Léa riaient de quelque chose qu'Isabelle avait raconté à propos de ce petit garçon de l'école maternelle et de ses cailloux quotidiens. Madame Kopek apportait des gâteaux avec l'expression d'une femme qui veille scrupuleusement à ce que les assiettes ne soient jamais vides. Mathias était assis sur la couverture au milieu de la pièce, entouré du papier de son cadeau déballé, et étudiait le camion en bois avec cette concentration totale qui est le privilège d'un enfant à qui le monde environnant n'a pas encore ôté la capacité d'être pleinement présent dans une seule chose. Marcel observait cette scène et ressentait une chose qui n'avait pas encore de nom précis, mais qui commençait à avoir des contours. Puis Isabelle vint s'asseoir à côté de lui. Elle apporta 2 tasses, un café pour lui, un thé pour elle. Elle lui tendit la tasse sans un mot. Marcel l'accepta. Ils restèrent assis l'un à côté de l'autre, regardant Mathias. Puis Mathias prit le camion, le retourna, en examina le dessous. Puis il leva la tête, regarda autour de lui, et son regard s'arrêta sur Marcel. Un instant de contact direct, dans lequel l'expression de l'enfant était claire comme du cristal. La reconnaissance, la certitude. C'est cet homme qui est là. Et puis, Mathias tendit la main avec le camion dans sa paume, directement vers Marcel, à travers toute la couverture, avec ce geste qui était une offre et en même temps une invitation. Marcel se pencha en avant. Il prit le camion. Puis il le rendit dans la paume de Mathias. Mathias regarda le camion, puis Marcel. Et puis, pour la première fois et de façon claire, il dit « Pas ». Ce n'était pas un mot, c'était une syllabe, mais c'était adressé et conscient, et Mathias le répéta « Pas ». Jeanne, de l'autre côté de la table, s'exclama « Il s'adresse à lui ». Isabelle regarda Marcel. Marcel était assis, le camion à la main, avec ce sentiment dans la poitrine qui était cette fois différent de tous les précédents. Pas une pesanteur, pas une douleur, pas cette faille. C'était un sentiment comparable à de l'air chaud entrant dans une pièce longtemps aérée seulement par le froid, simple, clair, irréversible. Il dit doucement « Bonjour Mathias ». Mathias répondit « Pas ». Après la fête, quand les invités furent repartis et que Mathias fut couché avec le camion sur le bord du berceau, car Isabelle s'était aperçue qu'il refusait de dormir sans lui, Marcel et Isabelle restèrent seuls dans le salon. Madame Kopek apporta du thé et s'éclipsa avec ce tact qui était sa seconde nature. Le silence régnait, ce bon silence. Puis Marcel dit « Je veux vous dire une chose. » Isabelle l'écoutait. « J'ai vécu 23 ans convaincu que rester fermé était une façon d'être fidèle. À Sophie, à sa mémoire, je pensais que m'ouvrir serait une trahison. Puis vous êtes arrivé, au cimetière, et ce que vous avez apporté, pas intentionnellement, simplement en étant là, cela a changé la forme de cette fidélité. J'ai cessé de la percevoir comme une fermeture. J'ai commencé à la voir comme... » Il continua lentement. « Comme de la bienveillance. Et la bienveillance peut être présente, vivante. » Isabelle écoutait. Marcel poursuivit. « Je ne sais pas comment nommer cela, ce que nous sommes, ce que nous serons. Mais je sais que je veux être présent. Pour Mathias, pour vous, sans exigence sur ce que cela doit être. Juste présent. » Isabelle resta silencieuse un moment. Puis elle dit « Je suis arrivée ici sans rien, sans plan, sans filet de sécurité, sans savoir ce que je trouverais. Et ce que j'ai trouvé, elle s'arrêta, cherchant des mots justes et non apprêtés. Ce n'est pas ce que je cherchais, c'est plus. Et c'est différent. Et je ne sais pas encore tout ce que j'en pense, mais je sais que je veux être ici. » Marcel la regarda. Puis il dit « Simplement, sans fioriture. J'en suis heureux. » Isabelle hocha la tête. Derrière la fenêtre, Rouen entrait dans le crépuscule. Les toits dorés, les tours sombres, les lumières s'allumant aux fenêtres des maisons l'une après l'autre,
comme si la ville passait lentement à ce rythme plus calme et plus profond qui lui appartient après la tombée de la nuit. Ils restèrent un moment assis en silence avec leur tasse de thé. Puis Isabelle demanda doucement. Elle aurait voulu le savoir. Marcel savait de qui elle parlait. Il réfléchit un instant, puis il dit « Je pense que oui. Je pense qu'elle nous a laissé exactement ce qu'il fallait pour nous amener ici, même si elle ne l'a pas fait intentionnellement, même si c'était mal. Le résultat, elle, lui, cela. » Isabelle regarda sa tasse. Puis elle dit « J'ai une phrase pour elle. » Marcel attendait. Isabelle dit doucement « Je suis venue pour lui dire que je lui pardonne. Ce n'est pas encore tout à fait ça, mais ça va dans cette direction. » Marcel hocha la tête. Puis il dit « Cela suffit. Le pardon n'est pas un événement. C'est un mouvement. » Isabelle le regarda. Puis elle sourit doucement, d'un vrai sourire, sans retenue. Et Marcel le vit. Et il se sentit bien. Les semaines devinrent des mois. Mathias commença à marcher. D'abord avec un appui, puis avec assurance, puis avec cette légère insolence qu'ont les petits-enfants qui ne savent pas encore qu'ils devraient craindre la chute. Il passa du pas à d'autres syllabes, puis à des mots. Tut pour le camion en bois, ping-pong pour la sirène de l'ambulance qu'il écoutait depuis la rue avec le plus grand sérieux, et un matin de façon inattendue et claire, papy. Isabelle était dans la cuisine et Mathias s'approcha d'elle, leva les bras et dit « Papy ». Elle lui demanda « Qu'est-ce qu'il y a, Mathias ?» Il répéta « Papy ». Et puis il se tourna vers la porte. Marcel arriva un peu plus tard. Il frappa, comme il en avait l'habitude, et entra avec un sac de courses. Et Mathias courut vers lui en disant « Papy, papy, papy ». Et Isabelle, debout dans la cuisine, comprit ce qu'était ce mot. Il disait « papy ». Non pas parce que quelqu'un le lui avait dit, mais parce que le corps d'un enfant sait des choses que l'esprit adulte est encore en train de traiter. Marcel s'arrêta sur le seuil. Il regardait Mathias, puis Isabelle. Isabelle hocha la tête, sans mot. Elle hocha simplement la tête. Marcel s'agenouilla pour être à la hauteur de Mathias. Mathias s'approcha de lui et lui posa les deux mains sur le visage, comme le font les petits-enfants qui tiennent le visage d'une personne comme s'il s'agissait de l'objet le plus précieux de la pièce. Marcel ferma les yeux. Il se sentait, et c'était nouveau, c'était la chose qu'il attendait depuis 23 ans sans savoir qu'il attendait. Il se sentait plein. Pas d'une plénitude débordante, pas de façon dramatique, mais plein de cette manière où le vide qui existait cesse de définir l'espace et où la présence prend sa place. Une présence calme, solide, réelle. Mathias partit chercher son camion. Marcel se leva. Il regarda Isabelle. Elle se tenait près du plan de travail avec une expression où se mêlaient tant de choses. Le soulagement, la pitié, la gratitude, l'amour. Et aucune d'elles n'avait besoin d'être prononcée, car toutes étaient invisibles. Marcel s'approcha. Il se plaça à côté d'elle. Ils regardèrent ensemble Mathias qui s'était installé sur le tapis avec son camion et commençait à le faire rouler sur le sol, en imitant le bruit du moteur. Puis Marcel dit, doucement et simplement, « Je sais comment nommer cela. » Isabelle le regarda. Il dit, « Une famille. » Isabelle ne dit rien, mais elle se rapprocha, un pas, un seul pas, et leurs mains, appuyées sur le plan de travail, se touchèrent. Aucun d'eux ne retira sa main. Mathias fit rouler son camion, puis le retourna et le fit rouler dans l'autre sens. Et dans la maison de la rue adjacente à la place du Vieux Marché à Rouen, où pendant des années le vide avait régné comme un silence soigneusement protégé, il y avait maintenant un autre son. Le bruit des roues d'un camion en bois sur le sol, le son de deux personnes l'une à côté de l'autre, le son de la chose la plus simple et la plus indestructible, la présence. Le passé ne pouvait être réécrit. Sophie avait porté son histoire comme elle l'avait portée, avec tout ce qu'il y avait de bon et tout ce qu'il y avait de caché. Thomas était parti avec la paix que lui avait rendue, dans ces dernières semaines, ce dont il ignorait l'existence. Et Marcel Dumont, l'homme qui pendant 23 ans avait existé en pilote automatique et visité le cimetière 3 fois par semaine comme seul rituel de présence. Marcel vivait enfin. Non pas à la place de la perte, non pas malgré la perte, à côté de la perte, avec elle, à travers elle, au-delà d'elle. L'avenir n'était pas encore écrit, mais il y avait de la place, et c'était tout ce qu'il fallait savoir. Et maintenant, avant de refermer cette histoire, arrêtez-vous un instant, tout comme Marcel s'est arrêté ce matin pluvieux. Parfois, c'est précisément ce pas de plus, qui change tout.
Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains récits. Chaque jour, nous vous en proposons de nouveaux, sur l'amour, la perte, le courage de recommencer et sur ces petits détails qui changent des vies. Laissez-nous un j'aime si cette histoire vous a touché et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous suivez. Nous aimons savoir jusqu'où le petit camion en bois de Mathias a voyagé. Nous vous attendons pour la prochaine histoire.